Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet, Lisa Dufaux et Mei Guang. Pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche. Alors, ce dimanche, de quoi parle-t-on ? Alors, on va parler, pour ma part, de frelons asiatiques. Oh, Waouh, C'est la bonne période pour en parler, on va dire. on D'accord. pourrait dire, oui. Et moi, je vais parler d'un musée qui vient de recevoir un prix pour sa conception artistique, donc son design. Et je parlerai, moi, des Jeux asiatiques. C'est les 19e édition de ces Jeux asiatiques qui se disputent à Hangzhou, en Chine. Et on verra un petit point sur les performances ou contre-performances des Taïwanais. Il y aura de l'émotion, des frissons et même des larmes. Ah, Mais on de va la commencer. douleur aussi. C'est vrai. Mais on va commencer par les frelons asiatiques. Oui, puisque c'est vraiment un sujet d'actualité à Taïwan, puisque c'est la saison de reproduction des frelons asiatiques. Et donc, il y a eu plusieurs cas récemment de randonneurs qui ont été attaqués par des frelons géants asiatiques. Et donc, le 25 septembre, par exemple, il y a 5 randonneurs qui ont été attaqués à Ruifang, D'accord. vers Keelung, là-bas. Dans Oui. le nord de Taïwan. Voilà, c'est des personnes qui étaient dans la soixantaine, ou voire plus. Ça arrive souvent par là, j'ai l'impression, sur ces sentiers de Oui. randonnée. Tout à fait. Et certains ont été transportés à l'hôpital. Même une personne a été envoyée en soins intensifs. Ils ont dû recevoir des traitements. Et en fait, ils s'en sont plutôt bien sortis. Sachant que le bureau de protection des animaux de la ville du Nouveau-Taipei est ensuite allé sur les lieux pour enlever le nid Oui. et essayer de deviner le poids de ce nid. Il me Un semblait que nid c'était de quelque chose de frelons. très très lourd. Oui, Si Ça- tu nous fais deviner, c'est que ça dépasse le poids d'un enfant nouveau-né. oui, ah oui, largement. Et pourtant, un frelon asiatique, c'est tout petit. Enfin, tout petit, Ils j'exagère. peuvent Mais... Oui. avoir des maisons de luxe. Alors, fixe une estimation. je connais un peu la réponse, donc je peux pas vraiment deviner. Ah, en fait. d'accord. Mais- Meg, Je connaissais, mais je l'ai oublié. Je dirais 30, allez, 20 kilos. 20 kilos. Ok, ouais, 30, c'est déjà énorme. Voilà. Enfin, 20 c'est kilos, déjà je veux dire, énorme, oui. c'est déjà énorme pour Donc un nid le comme ça. ouais. Et en fait, ce que j'ai vu sur les photos, c'est que le nid est enterré dans le sol. Donc on peut voir des essaims, un peu comme des essaims d'abeilles, Oui, mais c'est vraiment, ils sont dans le sol et ça fait un petit tas de terre comme ça et il y a un assez gros trou pour D'accord. rentrer à l'intérieur. Mm. Et ce qui fait qu'en fait, les randonneurs, quand ils les ont vus pour la première fois, c'était sur le sol. Ils les voient marcher sur le sol, voilà, ils sont dans la zone. Oui. Et ensuite, ils se sont fait attaquer comme ça par tous les saints. Et apparemment, ce que j'ai appris, c'est que ce sont les ouvrières qui vont attaquent, attaquer, ouais. en fait. Pour protéger le. Parce qu'elles sont chargées reste de l'essaim. de chasser et de protéger le nid. Et elles Donc- attaquent parce qu'elles se sentent menacées ou les randonneurs ont fait ce qu'il fallait pas ou Oui, on mais connaît bon, la raison après, comme c'est la saison de reproduction, vrai c'est une Plus saison où elles sont sensibles. très sensibles et Oui. très, très agressives, en fait. Mm. Donc Il leur suffit de instinct... passer à côté. Voilà, c'est ça. En fait, le frelon géant asiatique, c'est une espèce qu'on retrouve, enfin, qui est pas endémique à Taïwan, mais qui est native de Taïwan, mais on la retrouve dans plusieurs autres pays, en Inde, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, en Corée du Sud et même au Japon. D'accord. Et donc, Il c'est... porte bien son nom d'asiatique alors. Ce Oui. frelon. Mais on en trouve maintenant aux États-Unis aussi. D'accord. C'est la mondialisation. Oui. Et en fait, les reines de cette espèce peuvent mesurer de 4,5 à 5,5 cm de long, donc ce qui est vraiment Mm. très très long. Oui, Ça fait quoi? Ça fait un auriculaire. c'est à peu ça. près. Voilà, et les ouvrières, elles sont plus petites, elles font de 2,5 à 4 cm de longueur. Et les mâles se situent un petit peu entre les deux. Mais par contre, le dard de ce frelon est, lui, assez long. Il peut mesurer jusqu'à 6 mm, avec un D'accord. venin qui est particulièrement puissant, donc il provoque vraiment des douleurs intenses. Ouh. C'est pour ça que c'est vachement dangereux quoi en fait. Oui. Voilà, on peut le retrouver, on peut le reconnaître, avec à sa couleur foncée, avec une tête jaune, orange, un thorax noir. Il y a aussi sur l'abdomen des rayures brunes et jaunes. Donc, et apparemment, il fait pas mal de bruit quand avec ses ailes.
Donc voilà, on peut... Comme les drones. Oui, voilà. Et en plus, il a une vision excellente pour la chasse et la navigation. Alors nous, on est vraiment, désavantagés, on va dire. C'est ça. Parce qu'on peut pas se déplacer aussi rapidement. Et donc, bon, après, on rigole, mais ça peut vraiment être très grave parfois. La semaine... alors, c'était pas la semaine dernière, mais il y a 10 jours, il y a un groupe de touristes, de randonneurs qui a été attaqué aussi dans la même commune de Ruifang, mais sur un autre sentier. D'accord. C'était 11 randonneurs et il y a eu 4 randonneurs qui ont été gravement blessés et 2 qui sont morts. Ah oui, donc Voilà. ça peut être vraiment tragique et dramatique en effet. Oui. Et malgré les traitements, et ils ont été attaqués en fait au bout d'1h30 dans le sentier, donc je pense que c'était difficile d'accès pour les de s'échapper. Tout ça aussi. Oui. Et pour eux, difficile de s'échapper. Tout à fait. Parce que c'était vraiment tout un essaim qui est arrivé comme ça. Mais apparemment, c'était peut-être une espèce différente de frelon. Dans ce cas-là, c'était peut-être des Vespa bassalis. C'est un autre type de frelon qui est aussi un des plus dangereux qui existe à Taïwan. Donc, les deux, c'est vraiment dangereux. Il faut vraiment en faire attention. Et donc, les autorités conseillent, par exemple, de porter des vêtements longs. Pour couvrir tout des le manches corps. longues, Voilà, avec des couleurs assez claires, pas des couleurs foncées. Oui, apparemment, ils attaquent plus souvent des couleurs foncées, en fait, couleurs noires. Oui, c'est ça. Et on conseille aussi de porter des chapeaux et de ne pas utiliser de parfum. Ou alors, j'imagine pas de déodorant non plus, puisque les déodorants souvent ont des parfums. Si on met des crèmes solaires, pareil, il ne faut pas que ce soit aromatisé ou parfumé. Il ne faut pas qu'il y ait de l'odeur. Oui, c'est vrai, la crème solaire aussi, tout à fait. Ces odeurs un peu... Ou pareil, le shampoing qu'on utilise, il y en a qui utilisent des shampoings parfumés ou aux fruits ou aux fleurs. Et généralement, pour les abeilles ou guêpes, ça peut les attirer. Donc, je pense que les frelons, ça doit être pareil. L'odeur, ça peut... Le ministère de l'Agriculture a publié une série de conseils pour les personnes travaillant en plein air, comme un manuel de prévention des attaques de frelons. Et donc, on y apprend que l'automne est en effet la saison où la population de frelons culmine et ils sont à leur niveau le plus actif. On conseille notamment de s'éloigner. D'abord, la première réponse, le premier réflexe, c'est de s'éloigner sans faire de gestes, sans gesticuler. Brutal, en fait. Pas de gestes avec les mains ou quelque chose comme ça. Non plus. Pas essayer de les chasser avec les mains parce qu'en fait ça les excite encore plus. Voilà. Et puis comme c'est un insecte très social, ça attire les autres frelons qui vont peut-être par solidarité se mettre en formation comme des avions de chasse. Voilà, c'est ça. Donc il faut rester calme, ne pas agiter ses mains et si possible se mettre près du sol. Plus près du sol et s'éloigner comme ça en fait. Ah d'accord. Parce que s'il y a un essaim par exemple, il vaut mieux se mettre plus bas pour que y ait pas pour que les frelons sentent moins les phéromones qui peuvent être produits par les piqûres. D'accord. Qui ont déjà été qu'on a déjà reçues. Oui. Voilà. Alors c'est difficile parce que si on est déjà piqué, on peut paniquer facilement. C'est d'ailleurs le deuxième cas que tu cites. Je pense que la personne qui est décédée s'était mise au sol en fait, tout de suite, immédiatement. Mais ça n'a pas pu le sauver en fait. La deuxième étape, c'est de couvrir la tête et le cou parce que c'est les zones qui sont le plus sensibles, qui peuvent faire le plus de mal. Oui. Et ensuite, c'est bien sûr quitter l'endroit. Donc, si on est attaqué, il faut se déplacer aussi vite que possible, mais j'imagine sans courir non plus. Voilà. Mais il faut quand même faire de longues foulées pour minimiser le risque d'attirer l'attention des frelons. Et il ne faut pas agiter ses vêtements ou son chapeau quand on se déplace. Il faut vraiment se déplacer vite, mais sans... C'est contradictoire quand même. Le plus incognito possible. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que la plaie peut se boursoufler ou s'ulcérer facilement. Donc, il faut essayer d'éviter l'infection en se désinfectant ou en soulageant la douleur avec de la glace, si on peut. Est-ce qu'un genre d'aspi-venin peut marcher ?
il y a des trucs pour retirer le dard pour des piqûres normales. Je sais pas si pour les frelons asiatiques ça fonctionne aussi. Je sais pas si on peut le faire soi-même. Peut-être qu'on peut le faire soi-même si on a que une ou deux piqûres peut-être. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si c'est adapté, les aspivenins pour ce genre de piqûres aussi. Ce qui est sûr, c'est que si on voit qu'on a des symptômes allergiques aigus, par exemple des étourdissements, des palpitations, des difficultés à respirer ou voire une perte de conscience, là, il faut consulter immédiatement le médecin. Oui. Bon, de toute manière, moi, si je me fais piquer, je vais directement chez le médecin. Peut-être que je suis un peu hypocondriaque, mais c'est plus sûr, il me semble, quand même, parce que c'est pas une piqûre anodine. Parce que des effets peuvent ne pas se produire immédiatement. Ça peut attendre au lendemain et on commence à avoir... Oui. Du coup, il vaut mieux aller se faire soigner. Je crois que ça pourrait être fatal tout de suite. Mais c'est pas forcément le cas. Ça dépend des gens, en fait. De toute manière, la douleur est assez forte. Donc, il vaut mieux prendre un paracétamol ou quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, on a commencé par un sujet. Tout ça pour dire que faites attention quand vous partez en randonnée, même si c'est justement la période où ça devient le plus agréable. Ça redevient possible, en fait, de faire de la randonnée. Donc, c'est un peu déprimant. Mais... Peut-être éviter le district la commune de Rayfang pour l'instant. Oui, c'est dommage parce qu'il y a des super cascades, des super balades à faire par là. Tout à fait. Ça me rappelle, effectivement, j'avais vu des abeilles au sol en fait, mais ils étaient individuels, donc on n'avait pas fait attention. Et en fait, quand on voit des abeilles au sol, ou des frelons au sol, il faut vraiment s'éloigner doucement, mais partir en fait. Pas essayer de contourner. C'est ce que disaient les autorités justement. Bien, merci pour ces piqûres de rappel, j'allais dire, sur le sujet. Un homme averti en vaut deux. Et là, on va aller au musée maintenant. Oui, on va parler de quelque chose un peu plus culturel et soft, on pourrait dire soft power. Moins risqué pour notre santé, Moins risqué aussi. Alors, nous allons à Tainan pour le musée national de l'histoire de Taïwan. Alors, c'est un musée qui a été inauguré en 2011 et en 2021, le musée a été fermé momentanément pour une rénovation. Et depuis, le musée dispose une grande exposition permanente qui peut être traduite par notre terre, notre peuple, l'histoire de Taïwan. Alors, récemment, cette exposition vient de recevoir une médaille d'or de Muse Design Awards des États-Unis pour la conception, le design, l'intérieur de cette expo permanente. D'accord. Voilà. Et du coup, cette exposition que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter depuis 2021, c'est bien dommage, mais selon le musée, d'après les sondages d'opinion qu'il réalise à la sortie de l'expo, 97% de visiteurs sont heureux de visiter cette salle, dont la hauteur s'élève à plus de 12 mètres. 12 mètres de plafond? Oui. Waouh. Et du coup, c'est une exposition qui, comme son nom l'indique, présente l'histoire de Taïwan en 7 grandes sections. D'accord. À commencer par la préhistoire. Donc, on parle de la préhistoire et après, il y a les premières arrivées. Ensuite, les échanges internationaux, la démocratisation et aussi l'histoire moderne. D'accord. Voilà. Donc, tout est couvert par différentes sections un peu chronologiques finalement, plus que thématiques. Un peu chronologique, mais ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions dans ce musée. D'accord. Donc, il y a des possibilités de découvrir le musée par le toucher, par exemple. Donc, ils vont mettre des objets, par exemple, traditionnels de l'artisanat d'un groupe aborigène de Taïwan pour que les visiteurs découvrent, en fait. Mais par le sens du toucher. Par le sens du toucher. Ou alors, il y a toute une série de chansons de Liamgua aussi, de chants narratifs aussi, et aussi des musiques aborigènes pour qu'on découvre les différents sons qui existent sur l'île de Taïwan. Donc il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a les 5 sens comme ça? Il n'y a pas eu j'ai compté, il n'y a pas le goûter encore, mais je pense que c'est difficile de faire dans une exposition permanente. C'est vrai aussi. Mais ce qui est bien aussi, c'est cette exposition présente donc pour l'histoire plus contemporaine, moderne. On peut
je ne sais pas si c'est bien ou pas, en tout cas, on peut se faire prendre en photo et à travers l'intelligence artificielle, l'exposition va retrouver les visages de nos aïeux, ou de nos aïeux les plus ressemblants et qui nous permet de constituer un nouveau visage en fait. D'accord. Donc comme une photo de famille? Non, pas comme une photo de la famille. Donc on rapproche des personnes qui ont des ressemblances en fait. Voilà. Par recoupement dans les bases de données. Par recoupement, oui. Donc ça, je dis, c'est bien dans un sens où c'est assez imaginatif et ça ça incite les gens à découvrir les générations précédentes, mais en même temps, on perd. C'est aussi une donnée personnelle en fait. Une photo de nous, on laisse prendre et ça reste dans la base de données quoi. Mais c'est pas, voilà, au niveau des informations personnelles, il n'y a pas d'informations. Enfin, c'est une photo de soi, c'est sûr. Oui. Mais l'intelligence artificielle, ça marche comme ça, quoi. Plus elle a d'informations, plus elle va aussi s'affiner. Donc, plus les gens se prendront en photo, plus elle sera capable d'améliorer le rendu derrière, finalement. Oui. Et je suis curieuse de savoir si une personne qui a, lors de ces générations bien anciennes, un mélange avec un Hollandais au XVIIe siècle, est-ce qu'on arriverait à constituer quelque chose, à retrouver quelque chose? Pas le Kozinka, mais les Néerlandais en fait. C'est ça. Et du coup, je sais pas, je pense que c'est une exposition à essayer et c'est permanent donc à Tainan dans le sud de Taïwan. Du coup, peut-être que dans cette exposition, il faudrait proposer une catégorie dans la base de données de l'intelligence artificielle qu'on appelle en chinois les poils rouges, pour pouvoir vraiment recouper les Hollandais. Ah Parce qu'on les appelait comme ça. Je ne sais pas si la couleur de la chevelure est prise en compte, mais en tout cas, les traits de visage, c'est sûr. C'est ça. Sinon, je vois que le musée a aussi des expositions... ponctuelles. Oui, ponctuelles. Et en ce moment, il propose une exposition sur la Slovénie, c'est ça? Sur la République tchèque, je crois. Ah, tchèque. D'accord. En fait, c'est plutôt une exposition qui s'intéresse à la Tchécoslovaquie et à Taïwan dans les années 20 et qui compare un petit peu les mouvements opposés au colonialisme après la Première Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est sans doute un partenariat avec la République tchèque, j'imagine. Oui. C'est vrai que récemment, là, avec le rapprochement des pays d'Europe de l'Est, il y a eu aussi beaucoup de protocoles d'entente intermuséaux. Oui. Donc ça, Taïwan essaye de multiplier ces échanges culturels, tout à fait. Oui. Ah oui, en fait, c'est basé sur un voyageur tchécoslovaque qui a voyagé à Taïwan en 1929. D'accord. Après avoir traversé toute l'Asie comme ça. Ouais. Intéressant. Et du coup, ce musée a aussi un deuxième prix pour son application qui est liée à une sorte de... Ça, je n'ai pas l'application, mais c'est une application de jeu, en fait, à partir de l'exposition. Et apparemment, on peut, à travers l'application, et si on est sur le lieu, on peut trouver les guai ou les monstres cachés. Voilà. Ah, du coup, c'est une application à télécharger sur son smartphone quand et on va au musée. Il y a aussi une vingtaine de figurines de dessins animés créées à partir des objets exposés qui sont cachés aussi à travers cette exposition. Et du coup, l'application est aussi primée de catégorie culturelle, en fait. Pour l'interactivité culturelle. Oui. Toujours de ces mêmes prix pour Muse Design Awards. Voilà. D'accord, eh bien, ça donne envie d'y aller. Bien. Oui. Musée national d'histoire de Taïwan, à qui se situe à Tainan, dans le sud de l'île. D'accord. Alors, entre les frelons asiatiques et le musée, on va cette fois-ci de l'autre côté du détroit, à Hangzhou en Chine, pour voir ce que font les athlètes taïwanais aux 19e Jeux asiatiques. Ça devait avoir lieu l'année dernière, puis comme beaucoup d'événements internationaux, sportifs ou non, du reste, le calendrier mondial a été chamboulé par la pandémie, donc ça a été décalé d'une année, ces Jeux asiatiques. Pour Taïwan, c'est toujours intéressant parce que c'est des chances de médaille plus que si c'est des jeux internationaux moins en dehors d'Asie, quoi.
Donc pour aller en Occident, en Europe ou aux États-Unis, pour les athlètes taïwanais, déjà, c'est pas du tout le même budget, c'est pas la même préparation, c'est pas le même sponsoring. Et donc, est-ce que plus difficile pour eux de participer à ces grandes compétitions qui couvrent autant de sports, en tout cas. Oui. Et est-ce que les résultats, les performances des athlètes influencent aussi pour les JO? Ça dépend des types de sports, mais en effet, il suffit d'avoir une très bonne performance pour certaines catégories ou épreuves sportives aux Jeux asiatiques, puisque c'est dans le courant de l'année préparative des Jeux olympiques. Si on rentre dans les minima olympiques, comme on appelle ça, on peut avoir un ticket pour Paris. Mais ce n'est pas les seules voies d'accès aux Jeux olympiques et ce n'est pas non plus vrai pour tous les sports. D'accord. Donc c'est vraiment au cas par cas en fait. Et tu as certains athlètes qui participent aux Jeux asiatiques plus pour se préparer, se mettre dans les conditions de joute internationale sportive sans avoir un enjeu direct sur les résultats des Jeux d'Asie, mais vraiment pour prendre leur marque. C'est le cas en haltérophilie de Guo Xinchuan qui revient de blessure, qui est championne olympique, championne du monde, qui vise ces Jeux asiatiques non pas pour avoir des nouvelles médailles ou des nouveaux prix, mais plutôt pour se préparer au mieux pour Paris 2024. Voilà, donc beaucoup d'entraîneurs ont déjà dit on prépare ces Jeux asiatiques comme un tremplin vers les JO pour certains athlètes. D'autres, au contraire, ont fait l'impasse sur ces Jeux asiatiques parce qu'ils ont peur de se blesser et de finalement faire une croix sur toute participation éventuelle aux JO de Paris, quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus multiplier trop les compétitions. Donc certains sportifs vont choisir une compétition dans laquelle ils pensent être plus facilement qualifiés et obtenir leur billet pour les JO qu'à ces Jeux asiatiques où il y a quand même 12 500 athlètes. Donc pour avoir une chance de médaille, c'est pas non plus très très facile, quoi. 12 500 athlètes. Il y a plusieurs milliers d'athlètes chinois, puisque c'est chez eux à domicile. J'ai l'impression qu'ils dominent dans les médailles aussi. Largement, mais ça c'est vrai pour chaque édition des Jeux asiatiques. Oui. La Chine, à chaque fois, c'est un nombre de médailles d'or qui dépasse la centaine. Là, ils sont déjà à plus de 80 médailles d'or. Les autres pays, pour donner une idée, le deuxième pays a à peine 30 médailles d'or. Du coup, il y a déjà 50 médailles d'or. C'est le Japon. Non, le Japon est troisième. C'est la Corée du Sud qui est deuxième actuellement. À chaque fois, c'est ces trois-là. La Chine devant et après soit Japon, soit Corée du Sud, deuxième et troisième pour les Jeux d'Asie souvent. Alors Taïwan a déjà au moins 3 médailles d'or. Je dis au moins, c'est beaucoup, mais c'est peu parce en fait. Parce qu'il y a déjà un objectif prudent de 10 médailles d'or annoncé par le Bureau des sports. Quand on dit prudent, c'est-à-dire que la dernière édition des Jeux asiatiques, Taïwan avait 17 médailles d'or et une cinquantaine de médailles au total. Là, le Bureau des sports a expliqué justement seulement 10 médailles d'or parce que tu as des athlètes qui préfèrent se préserver, comme on venait de l'expliquer, donc ils ne participent pas. Tu en as d'autres qui veulent participer, mais sans se blesser aussi. Et puis surtout, il y a une concurrence énorme, féroce en Asie. Et quand ça se passe en Chine, il y a énormément d'athlètes chinois qui, étant chez eux, font que la barre est assez haut pour certains sports. En tout cas, Taïwan a plutôt bien commencé avec le porte-drapeau de la délégation, Yang Yongwei, on parle de judo ici, qui a remporté la médaille d'or chez les hommes. Pourquoi je le cite lui ? Je ne vais pas faire le bilan de toutes les médailles. Non. Déjà, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas le plus intéressant, mais je le cite lui parce que c'est une prouesse pour Taïwan. C'est la toute première médaille d'or pour le Japon, pour Taïwan dans le judo aux Jeux asiatiques. D'accord. Jamais Taïwan n'avait une médaille d'or. Et d'ailleurs, je crois que Yang Yong, il revient de loin aussi, en fait. Il était blessé. Tout à fait. Après les JO de Tokyo, où il a été médaillé olympique, c'était déjà une grande prouesse. Il s'est blessé. Là, il revient de blessure et il veut se préparer justement aussi. Il vise pour les prochains JO. Oui. Et là, il termine en or. Il est heureux. Alors, j'avais dit dans l'introduction qu'il y aura des frissons. C'était le premier. Il y avait des émotions et des larmes. Eh bien, les larmes, elles viennent chez les femmes, toujours en judo, de Lian Chenling. Elle est surnommée la reine du judo à Taïwan. Et tout le monde lui disait « faut que t'arrêtes, c'est la catastrophe ». Elle avait été très, très déçue de sa performance au JO de Tokyo. Et là, elle a persévéré. Envers et contre tout, contre les amis, sa famille, même son entraîneur lui disait il faut peut-être penser à raccrocher, comme on dit, mettre un terme à ta carrière sportive. Et elle a terminé médaille d'or, les moins de 57 kilos chez les femmes. Et là, en larmes devant les médias, elle a dit jamais n'abandonnez vos rêves et vos espoirs. Elle a craqué, mais des grands moments d'émotion. C'est ça, voilà. Et c'était très bien, une belle abnégation. Donc c'était 2 médailles d'or pour Taïwan en judo.
Wow. Les autres arrivent peu à peu au compte-gouttes parce qu'on aurait bien voulu en avoir au taekwondo, c'est pas encore j'ai le cas. l'impression que taekwondo, c'est plus la discipline de Taïwan, en fait. C'est ça le problème. L'espoir de médailles. Normalement, c'est une valeur sûre du sport taïwanais en termes de médailles, et c'est souvent beaucoup de médailles d'or, etc. On a vu aux dernières universiades à Chengdu, en Chine, que Taïwan a eu 8 médailles en taekwondo, mais 0 en or, et c'était la première fois. Et là, on a l'air de recommencer la même chose, malheureusement. Alors, les compétitions ne sont pas toutes finies. C'est un mauvais signe, du coup. Mais Taïwan a déjà 5 ou 6 médailles en taekwondo, mais aucune en or, et il y a certaines déceptions derrière. Alors, on a déjà 3 en argent, une 4e en argent qui vient du pomse, qui est une épreuve du taekwondo, mais plus c'est pas démonstration. En combat, c'est de la démonstration et des enchaînements de figures. Et puis des médailles de bronze, mais pas encore de médailles d'or. D'accord. Voilà, on croise les doigts pour que ça continue. J'avais envie de parler de la séquence émotion. Alors, les autres médailles d'or, on va le dire, elles arrivent par le tennis. C'est le double dame féminin qui a marqué les Jeux asiatiques. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux asiatiques que Taïwan est sur les 2 premières marches du podium. Pour le tennis. Pour le tennis, en double dame, les 2 paires taïwanaises qui étaient en lice sont arrivées première et deuxième. C'est quand même beau. Une médaille d'or, une médaille d'argent. Donc ça, c'était pour le noter, avec les sœurs Chan, qui ont quand même disputé la 5e finale d'affilée en 5 participations ensemble aux Jeux asiatiques. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc ça veut dire 20 ans? Ça veut dire, c'est pas tous les 4 ans les Jeux d'Asie. Enfin, il y a eu parfois des irrégularités dans le calendrier, mais ça fait un bon bout de temps qu'elles jouent ensemble, et c'est sans étonnant, doute une des dernières fois du reste. Mais alors, la séquence émotion, elle nous vient du Wushu, dans les arts martiaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Taïwanais, Chang Huan-Yi, qui il s'est incliné logiquement aux portes de la finale. Donc c'était... Logiquement. Pourquoi logiquement ? Pourquoi logiquement ? Vous allez le voir. Mais déjà, le fait qu'il arrive aux portes de la finale, en demi-finale, c'était héroïque. Et pourquoi logiquement ? Parce qu'en face de lui, il avait quelqu'un qui est triple champion de la catégorie. C'est l'Iranien qui s'appelle Mohsen Mohammadsefi. L'autre consolation pour lui, il termine avec la médaille de bronze autour du cou. C'est la première fois pour Taïwan dans cette épreuve martiale qui combine boxe, pied et poing et lutte. C'est ce qu'on appelle le sanda dans le wushu. C'est la première fois en 21 ans que Taïwan a une médaille. Donc c'est pas mal, mais la séquence émotion, c'est pour moi l'esprit du sport, et j'avais envie de conclure avec ça. C'est qu'il s'est blessé pendant le match, mais il a continué l'épreuve plutôt que d'abandonner sur forfait et de déclarer forfait puis d'arrêter le match. Il a continué de lutter sur le tatami, et à la fin, une fois que l'Iranien a gagné, il a porté sur ses épaules le Taïwanais qui ne pouvait plus marcher parce qu'il était blessé aux jambes, pour leur accompagner auprès de son entraîneur sur son banc, quoi. Et c'est une très très belle image de voir l'Iranien champion, mais il va pas célébrer avec eux, il va d'abord consoler le Taïwanais, puis le porter, lui servir de béquille, quoi. Voilà, un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur ces Jeux asiatiques. Sachant qu'en tennis de table, on a encore quelques espoirs de médailles, même si Taïwan a une petite déception. C'est chez les hommes par équipe. Pour la 3e fois d'affilée, on doit se contenter du bronze. C'est déjà une médaille. C'est ça. Voilà. On s'en remettra. Voilà. Et on en remettra d'autres. Enfin, d'ici là, portez-vous bien. C'était On en parle à Taïwan, présenté cette semaine par Megouin, Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet.